qu'on mange au Moyen-Âge, c'est pas toujours très facile à déterminer, justement, selon les classes sociales, parce qu'on a, et je crois qu'il faut le dire dès le départ, une différence de documentation assez nette entre des classes sociales privilégiées, pour lesquelles on a une abondance de documents, de sources, et puis des classes sociales non privilégiées, notamment la masse de la population paysanne, pour lesquelles on dispose de très très peu de sources. Alors ce dont on dispose au niveau documentation, il y a trois grands types de documentation, on va dire. Il y a d'abord les livres de cuisine, il y a également tout ce qui est approvisionnement, compte d'approvisionnement, sources comptables, et ça, il est évident que ça concerne que les cours, au sens large du terme, et puis il y a l'archéologie. L'archéologie, c'est la dernière conquête en matière d'histoire de l'alimentation médiévale. Ça peut recouvrir, donc, par exemple, les récipients, donc la manière de faire cuire les aliments. Ça peut recouvrir également, par exemple, les os, donc les os des animaux que l'on mange, qui permet de les identifier et même de comprendre comment ils sont découpés, ce qu'on appelle l'archéozoologie. Ça peut recouvrir également, par exemple, les graines, et donc tout le domaine du végétal, avec la paléobotanique. Et puis, la dernière chose qu'on fait, le must maintenant qu'on fait en archéologie, mais c'est assez coûteux, c'est ce qu'on appelle l'analyse isotopique, donc qui fonctionne non pas sur les os des animaux que l'on mange, mais sur les os des mangeurs eux-mêmes, qui à travers donc l'analyse des isotopes stables de carbone et d'azote permet de savoir à quel type de régime on a affaire. Pour l'instant, on sait grosso modo si on mange plutôt du poisson de mer, du poisson de rivière ou de la viande, mais peut-être qu'un jour on saura si on mange de, je ne sais pas, de la blanquette de veau ou du cassoulet, vous voyez. Ce qui est sûr, c'est qu'au Moyen-Âge, on conçoit effectivement la consommation alimentaire selon des normes sociales. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne voit pas l'alimentation des classes, c'est pas seulement une question de réalité, c'est une question aussi de représentation. On ne voit pas l'alimentation des classes paysannes de la même manière que l'alimentation des classes privilégiées, parce qu'on a des normes différentes, on a des systèmes de représentation différents. L'un des plus importants, c'est l'idée que tout ce qui est sur Terre est classé dans une sorte d'échelle qui va de la Terre au ciel, et que donc plus un aliment est proche de la Terre, plus il est susceptible de convenir à une classe sociale défavorisée. En revanche, plus il sera près du ciel, plus il sera et conviendra à une classe élevée dans la société. Alors, conséquence, tout ce qui est légumes, par exemple, est considéré comme étant une alimentation de paysans, et plus un légume est légume, c'est-à-dire plus on va vers les racines, par exemple, plus c'est paysan. En revanche, les fruits, par exemple, sont considérés comme une alimentation plutôt nobiliaire. Donc c'est une alimentation qui est notamment au Moyen-Âge central, entre le XIe et le XIIIe siècle. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le Moyen-Âge, c'est une période très longue, d'un millénaire, entre 500 et 1500 pour faire vite. Donc dans le Moyen-Âge central, on a une alimentation extrêmement céréalière, donc à base de céréales, à base de pain, mais pas seulement. Ça peut être aussi la bouillie, ça peut être aussi les pâtes alimentaires qu'on oublie, qui existent au Moyen-Âge. Donc cette alimentation céréalière, c'est celle qui domine dans l'alimentation paysanne, notamment durant cette période-là du XIe, XIIIe siècle. Mais par exemple, au Haut Moyen-Âge, ou à la fin du Moyen-Âge, l'alimentation paysanne est plus diversifiée. Elle comporte davantage d'éléments carnés, par exemple, qui sont liés soit à la chasse, soit à l'élevage. Donc c'est vrai que c'est aussi des périodes où on a des famines, on a des disettes, on a des difficultés. Mais disons que ceux qui réchappent aux disettes et aux famines, dans l'ordinaire de leur alimentation, elle est relativement équilibrée, et plus équilibrée qu'elle ne l'est au Moyen-Âge central, pourtant la période dite d'apogée du Moyen-Âge, est plus équilibrée, au moins pour l'Occident, que ce qu'elle sera au XVIIe et au XVIIIe siècle. Le festin, le banquet, parce que le mot apparaît aussi au Moyen-Âge, même s'il désigne un festin bien particulier, c'est évidemment un élément de manifestation de pouvoir, ça peut être un élément de cohésion sociale aussi. De ce point de vue-là, ça ne se limite certainement pas
au milieu nobiliaire. Hein. On a des banquets de confrérie, par exemple, qui sont un classique de la fin du Moyen-Âge. Et pour les cours princières, le banquet, c'est une affaire politique. C'est-à-dire c'est un moment où on réunit ses alliés, où on réunit ses compagnons et où éventuellement on lance un programme politique. Bon, l'exemple le plus célèbre, c'est le banquet du Faisan, donc organisé par Philippe le Bon à la fin du Moyen-Âge. C'est le moment où est annoncée la perspective de la croisade. Bon, c'est la 125e fois qu'on en parle, mais bon, là, elle est particulièrement mise en avant. Et du coup, toute l'organisation du banquet tourne autour de cela. Et notamment l'organisation de ce qu'on appelle les entremets, c'est-à-dire des moments où le banquet s'interrompt et où il y a une sorte de divertissement qui peut être de la musique, qui peut être une sorte de pièce théâtrale, qui peut être aussi la construction d'une sorte de surtout de table, assez impressionnant, et toutes tournent autour de cette thématique de la croisade. On peut imaginer, effectivement, quand on regarde les menus, qu'il y avait une débauche d'aliments. Il faut faire très attention parce qu'on est dans le cadre de ce qu'on appelle, ce que les historiens de l'alimentation appellent le service à la française, qui a duré en fait jusqu'au XIXe siècle, et qui est un service, aujourd'hui notre service c'est le service à la russe, qui est un service qui, au lieu de, si vous voulez, d'enchaîner les plats de manière chronologique, les juxtapose de manière spatiale. C'est-à-dire vous avez 2, 3, 4 services, et à l'intérieur de ces 2, 3, 4 services, vous avez des dizaines de plats. Simplement, dans un grand banquet, les plats sont disposés de manière spatiale, et les mangeurs n'ont pas accès à tous les plats. Donc ça veut dire qu'on peut jouer, par exemple, sur la hiérarchie sociale à l'intérieur même de ces grands banquets pour distinguer ceux qui peuvent avoir les meilleurs mets de ceux qui sont au bas bout de la table et qui n'ont pas nécessairement les bons mets. On peut jouer aussi sur la qualité des mets, en ce sens qu'on peut dire que le maître aura un mets chaud, conservé par un couvercle, sous une cloche, parce que souvent les cuisines sont très éloignées du lieu où l'on mange, et le temps qu'on apporte les mets, eh bien, ils refroidissent. Voyez, donc on peut jouer là-dessus sur cette hiérarchie à l'intérieur du banquet et à l'intérieur de ce système qui est celui du service à la française.